Il y a un côté très mathématique dans la croissance, un côté extrêmement cartésien, un côté extrêmement droit qui demande d'avoir une vision un peu plus court terme, un peu plus moyen terme, un peu plus long terme, mais qui est en continuel ajustement puis réévaluation en fonction des données présentes. Et bon, force est de constater que étant un e-commerce, on en a de la donnée, on en gobe à tous les jours de la donnée et c'est ce qui nous permet toujours de s'orienter puis d'essayer de faire les projections les plus justes possibles. Bienvenue au 27e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Bâtir une entreprise, c'est difficile. Bâtir une entreprise et maintenir une croissance mois après mois l'est encore plus. Mais bâtir une entreprise et atteindre des millions de dollars de chiffre d'affaires mensuel en l'espace de 18 mois seulement, c'est quasiment irréel. Mon invité, Yoann Desrosiers, directeur de l'entreprise Coco Village, va nous expliquer aujourd'hui l'hypercroissance que son entreprise a vécue depuis 1 an et demi afin de devenir une organisation solidement implantée au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Entre les enjeux d'approvisionnement, la négociation avec les fournisseurs outre-mer, le défi logistique d'avoir 20 nouveaux employés du jour au lendemain, Yoann nous raconte pendant près d'1 heure la réalité qu'un commerce en ligne en forte croissance doit planifier en 2020. Sans plus attendre, ma discussion avec Yoann Desrosiers. Yoann Desrosiers, tu es directeur du brand dans l'entreprise de jouets pour enfants Coco Village. Vous avez lancé officiellement l'entreprise en septembre 2018 pour finalement atteindre des millions de chiffres d'affaires mensuels en avril 2020, soit 19 mois seulement suite au lancement. Une croissance qu'on pourrait qualifier quasiment d'invraisemblable. Votre entreprise est maintenant fortement installée au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Yoann Desrosiers, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Avec plaisir. Yoann, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder aujourd'hui concernant votre croissance que je qualifierais quasiment de phénoménale. Par contre, il y en a un de ceux-là qui m'intéresse particulièrement plus que les autres, c'est le volet logistique. Puis qu'est-ce que je veux dire par logistique? Je parle de l'évolution que votre organisation a connue au niveau de ses fournisseurs outre-mer, votre centre de tri au Québec, l'enjeu du COVID-19 dans la réception des colis. Bref, tout ce qu'un commerce en ligne en forte croissance peut vivre au jour le jour en 2020, mais avant de rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer comment cette belle histoire a débuté pour Coco Village? Tout à fait. Merci Antoine pour l'introduction. En fait, comme beaucoup d'entreprises, je pense, Coco Village a commencé avec un besoin qu'on a eu dans notre vie personnelle, moi et mon partenaire. Donc, on cherchait du mobilier pour la chambre de nos enfants. On cherchait des produits un peu originaux qui se démarquaient de ce qu'on trouve actuellement de ce qu'on trouvait là sur le marché en fait. Et on était beaucoup inspiré par des choses qui se faisaient du côté de l'Europe, Royaume-Uni, tout ça, un peu un design très simple, très épuré, le bois, le côté plus classique. On voulait s'éloigner du jouet ou du meuble très coloré, arc-en-ciel et tout. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un peu de joueurs dans cette industrie-là ici en Amérique du Nord, mais pas tant. Donc ça a commencé comme ça. On a commencé à établir des relations avec des fournisseurs qui pouvaient fabriquer pour nous ce type de produit-là qu'on a un peu dessiné au départ. On avait un petit peu une certaine vision. Donc, on a commencé vraiment très, très, très simple avec seulement un produit qui est un de nos produits forts là, encore aujourd'hui, qui est j'ai encore aujourd'hui, mais ça fait quand même peu de temps, qui est le lit maisonnette, en fait. Donc, une structure super simple, qui est comme un lit de dodo, là, effectivement, pour l'enfant, en bois, tout simplement, en forme de maison. Donc, on a fait fabriquer 100 exemplaires de ce lit-là, qu'on a vendu sur un site web Shopify, vraiment très basic, avec seulement un produit, un
peu de pub Facebook et de bouche à oreille. Et force est de constater que ça s'est vendu en criant ciseaux. Alors peut-être qu'on n'est pas les seuls à rechercher ça. Et rapidement, on introduit une deuxième ligne de produits qui est encore aujourd'hui un des produits qui fait notre réputation, le vélo d'équilibre. Encore là, petite quantité, petite fabrication, tout ça pour un peu tester le marché. Même genre de succès, donc... Puis quand tu dis même genre de succès, là, ça se passe en combien de temps? Genre, vous avez le produit, vous le faites concevoir, vous le recevez, ou vous l'avez même vendu avant de le recevoir? Ça se passe comment un petit peu ce début-là? Un peu des deux. Donc, quand on est prêt de recevoir le produit, on commence déjà à le mettre en vente, à avoir un peu de marketing autour. Mais habituellement, puis c'est encore un des gros défis de Coco Village aujourd'hui, les produits sont pratiquement vendus avant d'arriver, ou il y a tellement d'attentes qui se vendent dans la première ou la deuxième semaine suivant leur arrivée. Ça a été le cas dès le départ. Puis malgré qu'on travaille très très fort pour sécuriser des inventaires toujours de plus en plus grands, c'est encore un de nos grands défis aujourd'hui. Puis, fait que ces premières commandes-là se passent à peu près, j'imagine, l'été 2018 ou début d'automne 2018, sachant que vous avez commencé à commercialiser ça en septembre 2018. Est-ce que vos fournisseurs à ce moment-là, tout du monde en Chine? Est-ce que vous avez des fournisseurs dans d'autres pays? Ça ressemble à quoi un peu vos partenaires d'affaires? Donc, dès le départ, on explorait le marché. Donc, moi, j'avais déjà un peu d'expérience dans l'importation, dans des emplois passés, et on a exploré aussi la fabrication plus locale. Malheureusement, je sais pas si malheureusement est le bon mot, mais on s'est rendu compte en fait que la fabrication locale nous permettait pas d'offrir un produit de masse. En fait, on aurait pu, l'ensemble. Il est vrai que beaucoup de produits qui sont offerts par notre marque pourraient être fabriqués ici, mais on serait à ce stade-ci une entreprise très nichée qui vend des produits dans un range de prix peu accessible et certainement pas une entreprise qui peut offrir une grande quantité de produits à la famille moyenne. Donc, c'est un peu ici au Canada, aux États-Unis ou même en Amérique du Nord, on a une contrainte majeure qui est la main-d'œuvre manufacturière. Donc, il y en a pas ou très peu de main-d'œuvre manufacturière et de main-d'œuvre en général dans l'industrie de toute façon. Donc, cette crise-là, évidemment, elle se répercute sur le côté manufacturier, fait monter les prix et fait en sorte que c'est le consommateur au final qui en paie le prix. Donc, on voit de plus en plus ces industries-là ou ces gens-là qui fabriquent localement devenir un peu plus, je vais ouvrir des guillemets, mais je vais dire le mot artisan. Donc, c'est-à-dire une plus petite capacité de production avec des produits, oui, souvent plus personnalisés, mais qui ont un coût aussi final beaucoup plus élevé pour le consommateur. Alors, pour revenir à ta question, on s'est rapidement rendu compte que la logique était d'avoir des bons partenaires, de travailler en étroite collaboration avec eux, mais que l'approvisionnement et la fabrication se fassent à l'étranger. Puis comment ça se passe, dealer avec des fournisseurs à l'étranger, dealer avec des fournisseurs en Chine? Je sais que toi puis moi, on a déjà eu des discussions là-dessus, puis je trouvais ça fascinant de t'écouter comment que tu allais négocier certaines ententes en Chine, mais comment que ça se passe spécifiquement aller trouver des bons partenaires de confiance, que tu le sais qu'ils vont être capables de te livrer ton produit à temps, que tu le sais qu'ils vont être capables de te livrer un produit de qualité? As-tu des anecdotes un petit peu à nous dire ici? Clairement. Il y a un peu... les gens pensent que c'est à cause de Alibaba qui a rendu un peu les industries chinoises très accessibles aux Nord-Américains, aux Européens, tout ça. On pense que n'importe qui peut faire ça, puis commander en ligne tant de quantité d'un item X et que ça va super bien se passer. La réponse à ça, c'est non. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, au contraire. Donc, premièrement, la Chine est un peuple manufacturier et est un peuple avec beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de main-d'œuvre extrêmement qualifiée, souvent avec énormément d'expérience dans les produits qu'ils font, parce que les usines et les industries là-bas sont hyper spécialisées. Donc, ils vont produire vraiment un
type de produit ou travailler avec un matériel. Je parle par exemple à notre usine qui produit nos meubles en pain. Donc, ils sont spécialisés dans ce type de bois-là. Ils ne produisent qu'avec ce type de bois-là presque exclusivement. Ils ont des travailleurs qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont vraiment très, très, très expérimentés. Donc, il y a une expertise. Il faut la trouver, cette expertise-là. Et il faut surtout, en tant que client, extrêmement bien l'encadrer. Donc, pour nous, c'est pas juste de prendre ce qui est disponible, ce qui est sur le marché, ce qui est accessible, mais c'est d'amener évidemment ça plus loin. Donc, nos designs, nos produits, on les veut exclusifs, on les veut à notre image, on les veut de plus en plus personnalisés. En fait, on veut qu'ils correspondent à l'image de marque de Coco Village. Donc, avant même d'aller à la rencontre de fournisseurs, de débuter une entente de production, il y a énormément de travail qui se fait en interne en termes de dessin, de design, de planification, de matériaux qui vont être utilisés, de tests, de comparaison avec ce qui se fait sur le marché. Donc, une fois qu'on a bien fait notre travail, qu'on a bien encadré nos attentes et ce qu'on veut, là, c'est le temps d'aller trouver le bon partenaire. Pour aller trouver le bon partenaire, souvent, ça va se faire dans des trade shows qui ont lieu principalement en Asie. Il y a quelques trade shows en Amérique du Nord qui vont regrouper des fournisseurs asiatiques, mais quand même très peu, puis pas d'assez grande échelle. Donc nous, on va là, dans tous les trade shows. Là, il y en a 3-4 par année majeurs dans l'industrie de l'enfant et du meuble, tout ça en Asie. Et on discute, on rencontre des fournisseurs. On profite de ce temps-là aussi pour aller visiter des usines, pour aller voir les chaînes de production. Et ce travail-là se fait de façon régulière et courante. L'étape suivante, c'est de débuter une relation d'affaires avec notre partenaire, de commencer à produire certains produits, ce qu'on va appeler les samples, les échantillons, qui vont nous permettre vraiment d'arriver avec un seul et unique produit au résultat qu'on veut atteindre à la fin. Donc, dans chacune de ces usines-là ou de ces manufactures-là, on a un département qui est le département d'échantillons. Donc, des gens qui vont juste développer les produits en fonction des paramètres qui ont été amenés par leurs clients. Donc, ils vont prendre les plans, ils vont prendre les mesures, ils vont rechercher les matériaux, ils vont rechercher qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire l'ensemble des demandes. Ils vont construire, ils vont fabriquer les échantillons, ils vont les faire approuver. Souvent, nous, on se rend régulièrement sur place, évidemment, pour gérer nos chaînes de production, puis pour travailler sur les échantillons qui sont en préparation. Un produit du jour 1 jusqu'au jour où on va lancer la production de masse, on peut parler d'un 4 à 6 mois là, d'échange et de back and forth sur vraiment l'ensemble des détails. Et c'est énormément, on n'y pense pas, mais c'est énormément de micro-détails. Donc, ça va, comme je le disais tout à l'heure, du matériel, des dimensions, de choix des vis, de l'identification des pièces, du packaging, de la manière dont on va monter ou démonter le produit, des techniques qu'on va utiliser aussi, par exemple sur nos vélos d'équilibre, on a des impressions ou de la peinture, donc certains designs vont demander un tel type d'impression, d'autres designs vont être plutôt en sublimation, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de travail qui est fait avant de démarrer la chaîne de production. Puis c'est intéressant de mentionner un petit peu plus tôt qu'il y avait un de tes fournisseurs, une des usines qui se spécialisait dans un certain type de bois. Puis je pense que c'est eux qui vous aident pour vos lits ou si je me trompais peut-être un autre produit. Ma question pour toi, combien de produits présentement Coco Village vous offrez globalement environ? On est à 200 SKU en ce moment, donc 200 produits uniques et on produit, là, pour donner un ordre de grandeur, en ce moment, ces 200 SKU-là dans 8 usines. Fait que c'est 8 usines, OK. 8 ouais, exactement. Ouais. Puis ça, je veux dire, ils ont toute une spécialité précise. Est-ce que c'est tous des gens que c'est autant facile d'y aller avec eux? Y a-t-il des enjeux spécifiques qu'il faudrait que, mettons que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui pensent là, à se lancer dans le commerce en ligne, de travailler peut-être avec des fournisseurs outre-mer, là, y a-t-il des trucs, des astuces, des techniques que tu leur diras aujourd'hui de garder en considération quand vous allez travailler avec des fournisseurs outre-mer?
La première chose que je dirais, c'est qu'il faut être extrêmement présent. OK. Tu peux pas les laisser aller. OK. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, parce que on a, en tant qu'Occidentaux, que Nord-Américains, on a un peu une aversion des fois par rapport à ça. Comme j'ai dit en début de rencontre, il y a une réelle expertise en Chine, il y a une réelle main-d'œuvre compétente. Notre responsabilité à nous, quand on veut faire un produit qui est qualité puis qui va être que nos consommateurs vont aimer, c'est de l'encadrer, cette main d'œuvre là, et c'est d'établir des relations de confiance avec eux. Donc c'est pas juste nous on n'arrive pas dans une usine en leur disant ouais, nous on va produire ça, après ça on va s'en aller, on se reverra plus jamais, merci bonsoir. On veut établir des relations à long terme avec nos fournisseurs et c'est ça qui est clé, et pour ça il faut être sur place. Il faut pas être vu comme l'occidental qui est dans son bureau à Montréal puis qui passe des commandes puis qui est pas au courant de la réalité du terrain. Il faut être sur le terrain, il faut être avec eux, il faut être dans l'usine, il faut rencontrer, il faut parler à ces gens-là, il faut que les gens qui travaillent dans la chaîne de montage, ils voient votre visage, qu'ils sachent pour qui ils sont en train de produire ça. Ça amène un côté beaucoup plus concret. Puis, ça veut dire aussi qu'on care, donc qu'on est soucieux de l'environnement dans lequel ils vont travailler, des conditions dans lesquelles ils vont travailler. On est soucieux aussi du produit qui va en ressortir. Donc, ça amène un commerce qui est beaucoup plus ouvert puis qui est beaucoup plus transparent. C'est sûr et certain que moi, je travaillerai jamais avec une usine qui me permet pas de mettre les pieds dans l'usine en tant que telle. Combien de fois par année tu vas en Chine, Johan, pour superviser ou du moins regarder comment tout ça se passe? Ouais, au moins une fois tous les 2-3 mois. Quand même. Peut-être un petit peu moins en ce moment, là. C'est un peu plus difficile. Les contraintes de déplacement qu'on a. Beaucoup de vidéoconférences pour remplacer ça. Qui fait qu'il y a un contact constant qui reste quand même définitivement. Et même que Coco Village, dans les prochains mois, va de plus en plus avoir des gens de manière beaucoup plus présente, beaucoup plus récurrente, parce qu'évidemment notre volume augmente, donc notre besoin d'être présent puis notre besoin de travailler physiquement là-bas avec nos partenaires, avec nos usines est de plus en plus grand. Donc oui, c'est des visites qui durent plusieurs jours aussi souvent. On va travailler, on va faire on va modifier les choses, on va essayer d'améliorer des processus, on va voir comment ça se passe, on va revenir quelques jours plus tard. C'est pas des in and out. On se comprend. On s'en va voir vraiment comment tout ça fonctionne et voir si on est capable peut-être d'améliorer le processus. Moi, j'ai une question pour toi, Johan. On vient de le mentionner, là, on enregistre ce podcast-là pour les gens qui nous écoutent le 28 avril 2020, donc on est encore en pleine crise du COVID-19. Est-ce que la crise actuelle, elle a eu des avantages pour certains, des inconvénients pour d'autres, mais là, on parle aujourd'hui surtout du volet logistique, du volet approvisionnement. Est-ce que cette crise-là te fait réévaluer à savoir si tu voulais avoir tous tes fournisseurs en un seul pays, tu voulais peut-être être exporté sur des pays différents, parce qu'à un certain point, au début de la crise, on pensait que c'est peut-être juste la Chine qui allait vraiment être impactée par ça. Puis finalement, l'histoire en a décidé autrement. Est-ce que toi, ça te fait réviser un petit peu ta manière de fonctionner, de se dire mes fournisseurs vont juste être en Chine, ou finalement, je vais peut-être avoir des fournisseurs dans d'autres pays également? Je te dirais, Antoine, que c'est une question qu'on se pose à tous les jours, en fait. C'est pas nécessairement crise ou pas. La chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique, pour moi, c'est jamais quelque chose qui va être terminé, qui va être parfait. Il y aura toujours des améliorations à apporter à tous les niveaux, qu'on parle de qualité de production, qu'on parle de rapidité d'approvisionnement, qu'on parle de qualité de la main-d'œuvre, qualité des équipements, innovation. Et dans les types de produits aussi, je vous donne un exemple, l'Inde est très, très fort dans tout ce qui est textile. Donc, on a certaines gammes de produits qu'on développe qui seront pas nécessairement produites en Chine parce qu'il y a des expertises ailleurs. On discute avec le Mexique aussi sur d'autres types de produits. Il y a une grande qualité, il y a une grande disponibilité manufacturière en Asie, en Chine spécifiquement, mais on n'est pas du tout limité à ce pays-là. On est vraiment dans un contexte d'économie globale, de trade global. Oui. Donc c'est de jamais s'asseoir en fait sur ce qui est fait, c'est de toujours voir comment ce qui est fait en ce moment, qui fonctionne bien, peut être amélioré, peut être optimisé au bénéfice de tout le monde, au bénéfice des fournisseurs, au bénéfice de bien
sûr l'entreprise, au bénéfice de nos clients aussi au final. Parce que si on peut approvisionner plus rapidement, si on peut approvisionner pour un meilleur rapport qualité-prix, c'est le consommateur final qui en bénéficie. Il y a énormément de mouvements aussi dans toutes les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ça a un gros impact sur beaucoup d'entreprises. Ça oblige beaucoup de grandes entreprises ou de grandes marques à revoir leur chaîne de distribution ou à la maximiser, à la transformer. Donc, c'est un environnement puis un contexte qui est en perpétuel changement. Puis, je pense que ça va toujours être comme ça. Intéressant. Puis, je vais revenir un petit peu à la croissance que Coco Village a eue. On l'a dit là, en l'espace de moins de 2 ans, donc 19 mois, vous avez eu une croissance assez impressionnante. Puis souvent en affaires, Johan, il y a des plateaux qu'on atteint puis qu'on veut franchir pour passer à un autre niveau et passer à un autre niveau et ainsi de suite. Vous, chez Coco Village, tu m'as dit qu'au départ, vous avez commandé des produits, vous les avez vendus rapidement, mais c'est à quel moment que tu as senti que l'entreprise, disons, elle avait un fort potentiel? Est-ce qu'il y a un pilier que vous avez atteint en termes de revenus mensuels que vous avez dit, OK, là, finalement, on a une business à fort potentiel de croissance, on met les bouchées doubles. Est-ce qu'il y a un moment qui est arrivé que vous avez dit, bon, là, on se met à 100% là, derrière le projet, là, faut qu'on fasse grossir cette entreprise-là? C'est une bonne question. Puis, je pense que la première chose que je serais tenté à dire par rapport à ça, c'est que pour avoir quelque chose qui fonctionne, puis quelque chose qui est prometteur en affaires, il faut être à 100% au jour 1. OK. Je pense pas qu'il y a d'autres. Ça demande une croissance, ça demande extrêmement de focus. Impressionnant, hein? Il faut pratiquement faire juste ça dans la vie, dans le sens que c'est une ultime concentration et ça demande extrêmement de planification, de remise en question, puis ça demande énormément il y a un côté très mathématique dans la croissance, hein. 100%. Un côté extrêmement cartésien, un côté extrêmement droit qui demande d'avoir une vision un peu plus court terme, un peu plus moyen terme, un peu plus long terme, mais qui est en continuel ajustement puis réévaluation en fonction des données présentes. Et force est de constater que étant un e-commerce, on en a de la donnée, on en gobe à tous les jours de la donnée et c'est ce qui nous permet toujours de s'orienter puis d'essayer de faire les projections les plus justes possibles. Pour revenir à ta question, je pense que après 7 ou 8 mois à être quand même focus dans cette entreprise-là puis à avoir une croissance continuelle, on atteint à un moment donné un revenu mensuel dans les centaines de milliers de dollars. Ça permet, je pense, rendu là, de voir une marche plus haute et quelques marches plus hautes et de faire vraiment des projections qui sont plus ambitieuses. Donc, après parce que c'est pas en testant un produit qu'on peut se dire, ouais, on a une business. C'est en ayant testé quelques-uns, en ayant testé l'intérêt, en ayant testé la réaction, en ayant testé la rapidité avec laquelle on est capable de convertir le consommateur, comment on est capable de l'exciter par rapport à nos produits, puis en ayant coché oui à l'ensemble de ces cases-là, qu'on peut se dire, OK, il y a quelque chose qui se peut, puis qu'on peut amener des gens extérieurs aussi à avoir confiance dans ce modèle-là. Donc, c'est pas vrai qu'un entrepreneur ou qu'une entreprise qui se lance, qui a pas de proof of concept, qui va aller dire, ouais, suivez-moi, ça va marcher mon projet. Je pense que les entrepreneurs puis les gens qui veulent lancer une idée ont d'abord et avant tout un devoir à faire de leur côté, puis des preuves surtout à faire. Effectivement, puis tu sais, c'est intéressant parce que la première fois, je pense qu'on s'est rencontrés, Johan, il y a à peu près 1 an de ça, puis je me rappelle à ce moment-là, tu m'avais dit, tu sais, t'étais un des seuls vraiment personnes qui travaillaient chez Coco Village, donc il y avait quelques personnes, bien entendu, qui allaient faire les commandes, tout ça, mais vous étiez pas beaucoup, là, il y a 1 an de ça, puis la business était déjà en train de grandir. Moi, la question que je te pose, on a parlé un petit peu de logistique externe au niveau de l'approvisionnement. Quelle a été, dans les 12 derniers mois, l'évolution de la logistique interne chez Coco Village? Parce que là, je le sais, moi, vous êtes plus un employé, il y a beaucoup plus de gens. Et comment que ça a changé? Est-ce que vous avez été obligé d'avoir un plus gros entrepôt? Qu'est-ce qui a changé un peu dans le niveau interne de Coco Village? Tout a changé. Tout a changé, Antoine. Donc, il y a 1 an, là, si on se ramène juste pile poil 1 an en arrière, on occupait un mini entrepôt garage de 800 pieds carrés qu'on avait loué 3 mois auparavant. Puis on s'est dit, on va faire un bout avec ça, ça va être bien. Ouais. Et c'était déjà beaucoup, beaucoup trop petit.
On est aujourd'hui 1 an plus tard et on occupe en ce moment plus de 20 000 pieds carrés de surface d'entrepôt seulement. Donc, c'est 20 fois la superficie. Donc, et tout là a fait ce type de bond-là, c'est-à-dire que de moi comme seul employé avec le principal propriétaire de l'entreprise, on était juste 2 au mois d'avril, il y a 1 an. 1 an, oui, 1 an, exactement. Aujourd'hui, on est 20. Donc, wow. Tous les départements sont affectés par une croissance comme ça. C'est sûr que le côté com, le côté marketing, tu le sais, vous êtes impliqué avec nous là-dedans. C'est l'étape qui vient souvent à la base, mais après ça crée un besoin, ça crée une demande. Et là, on parle de service à la clientèle, on parle de logistique, on parle de transport, on parle d'expédition, on parle de traitement de commandes qui sont pas de traiter quelques dizaines de commandes par jour, mais plutôt quelques centaines de commandes par jour. Souvent, ce que je dis quand j'embauche un nouvel employé, je lui dis, ce que tu vas faire aujourd'hui ou demain, c'est pas du tout ce que tu vas faire après-demain ou le mois prochain. Puis ça, faut que tu sois conscient de ça. Puis nos manières de faire, c'est la même chose. Donc, on le fait comme ça en ce moment. Dans un mois, on le fera peut-être plus comme ça. Puis dans 1 an, c'est sûr et certain qu'on le fera vraiment. Ça sera plus de mal. Donc, il faut se permettre ça. Il faut être à l'affût. Je veux dire, il y a énormément dans l'industrie dans laquelle on est. Il y a énormément d'outils technologiques à notre disposition. J'ai parlé de données tantôt. C'est hyper pertinent de s'arrêter, de l'analyser, de voir des projections, d'être en mesure de dire, OK, tel volume de commandes, ça a tel impact au niveau du service à la clientèle. Ça amène tel nombre de demandes ou d'interactions. Ça a tel impact au niveau de l'entreprise. Ça demande X nombre d'heures staff pour sortir X nombre de commandes. Donc, tout est assez carré. Hein, il y a pas trop de variables qui tombent du ciel. Là. Donc, il s'agit de les comprendre, ces variables-là, de les maîtriser, puis de les mettre dans un schéma où est-ce qu'on est capable de les faire grandir de manière proportionnelle à la croissance. Puis, je suis curieux, tu disais de 2 à 20. Toi, en tant que Johan Desrosiers qui doit gérer ces gens-là, est-ce que ça l'a changé beaucoup pour toi? Parce que là, du jour au lendemain, je connais pas exactement si tu avais un background de gestion avant Coco Village, mais là, tu te retrouves à gérer des employés, des fournisseurs externes de plus en plus nombreux parce qu'il faut que tu travailles avec des gens en Chine, il faut que tu travailles avec des gens au Québec. Est-ce que toi, personnellement, tu as été obligé de te remettre en question dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de gérer tes équipes? C'est une bonne question. Puis on a parlé de focus tout à l'heure, mais je pense que c'est encore ça la réponse. Oui, il y a du bouillonnement autour, il y a de l'excitation, il y a de l'inconnu, etc. Il y a des changements de métriques, mais je pense que si le focus demeure, le reste vient naturellement. Évidemment, plus il y a de gens autour de nous dans une entreprise, plus il y a de gens qui dépendent de vous. Bien sûr. Si je peux dire ça comme ça. Donc, moins notre rôle est, en tant qu'administrateur ou gestionnaire, moins notre rôle est hands-on. Donc, moins on va nous-mêmes apposer des collants sur des boîtes. mais on se trouve à être plus des gens qui sont là pour orienter les personnes, les envoyer dans la bonne voie, répondre aux questions. Donc la dynamique est différente au niveau de ce qu'on fait dans une journée, mais le focus sur les objectifs puis sur la vision doit demeurer intact, je pense. OK. Mettons, là, on regarde ça un peu. Là. Ça fait 19 mois maintenant que cette entreprise-là a démarré avec, on le dit là en début de podcast, là, on parle de millions de chiffres d'affaires mensuels ici, donc vous avez quasiment fait un sans faute. Mais quand même, avec un petit peu de recul, est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des choses que tu ferais différemment, que tu le sais pertinemment, que l'action que tu as posée, je le sais pas, en juin 2019 aurait dû être différent maintenant avec l'expérience que tu as? Clairement. La première chose qui me vient en tête quand tu me poses cette question-là, c'est à quel point il faut planifier d'avance, être beaucoup plus en avant que ce qu'on pourrait l'imaginer. Des fois, on se dit, on est 4 mois en avant, on est 5 mois en avant. Plus que l'entreprise grandit, plus que l'entreprise a de défis à relever, plus que la planification, on parle même plus de mois, on parle d'années. Oui, on est une entreprise qui fonctionne bien à longueur d'année, mais on se cachera pas que dans le produit pour enfants, on a un gros pic dans la saison des fêtes. On a pensé l'année dernière qu'on était bulletproof parce qu'on avait commandé en juillet ou en juin. On l'était pas du tout. On est arrivé là, ça s'est bien passé, mais on l'a passé sur la fesse, comme on dit. On aurait dû avoir 2-3 mois de
plus. Et présentement, on est à presque 1 an de planification de plus au niveau des inventaires, au niveau des achats, au niveau de ce qui va se passer, des objectifs, des campagnes. Donc, la première chose, c'est que être beaucoup plus en avance qu'on pense qu'on doit l'être. Ça, c'est définitivement quelque chose qu'on améliore quotidiennement, mais que je referais différemment. Davantage de présence avec les manufacturiers. On en a parlé tout à l'heure. Au début, évidemment, il y a eu pour qu'on se rende compte de ça, il y a eu il y a eu des enjeux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est des enjeux normaux de choses qui finalement, on pensait pas qu'on devait être aussi carré sur un produit X, par exemple, sur une production spécifique, qu'on devait pas être aussi précis sur tel type d'emballage ou tel type d'identification. Puis finalement, on s'est rendu compte quand ça arrive ici, si on l'a pas bien fait, bien encadré au départ, ben ça arrive pas comme ça doit l'être. C'est toujours de prendre un recul puis de vraiment voir venir qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner puis l'encadrer. Mais c'est un cercle continu. Donc là, maintenant, tu le disais, Johan, il y a beaucoup de planification que vous faites en avance, des années maintenant. Vous êtes capable de voir, on va dire, la période des fêtes plus qu'1 an en avance. Mais maintenant, ça ressemble à quoi le futur de Coco Village? Comment vous voyez l'avenir? Parce qu'avec une croissance aussi forte, ça peut donner peut-être envie à des acteurs externes de venir prendre une partie de cette entreprise-là. Comment vous êtes capable de voir un peu l'avenir? On est extrêmement optimiste quant à l'avenir de cette marque de Coco Village. Évidemment, comme tu l'as dit, le potentiel qui se confirme toujours de plus en plus donne des ailes, donne beaucoup d'ambition, donne beaucoup de vouloir, de désir de croissance. Je pense que c'est sain. Je pense qu'il faut quand même, tout en ayant ce désir-là puis ces objectifs-là très ambitieux, demeurer extrêmement focus, extrêmement encore les pieds sur terre, mais c'est sûr que on a encore énormément de travail à faire. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. On n'est pas, je veux dire, oui, on est bien présent au Québec, on est bien présent au Canada, on est un peu présent aux États-Unis, mais on a encore énormément de travail à faire de ce côté-là. On a encore énormément de travail à faire au Canada aussi. On a des visions d'expansion du côté de l'Europe également. Chez Coco Village, ce qu'on fait puis ce qu'on veut continuer de faire, c'est de développer une marque. Et j'insiste sur le fait qu'on est une marque. Donc, on ne revend pas les produits des autres ou on n'est pas un buy baby, par exemple. Non, exact. Vrai, c'est pas, puis j'ai rien contre le principe, mais c'est pas l'objectif de l'entreprise. C'est de construire une marque qui va être extrêmement forte pour le 0-6 ans, pour tout ce qui est le produit de style de vie. Donc, l'orientation meubles, jouets, produits de maison pour les 0-6 ans, elle est très, très claire dans notre tête. Les objectifs de croissance sont ni plus ni moins que devenir le leader en e-commerce dans ce domaine-là. Okay. Donc, la gamme de produits, ce qu'elle est aujourd'hui puis ce qu'elle va être dans 1 an, c'est une multiplication énorme qui va se passer parce que il y a encore énormément de produits qu'on peut développer, qu'on a le potentiel de développer avant de pouvoir boucler la boucle, c'est-à-dire de pouvoir offrir tout ce qu'un consommateur qui a un enfant dans cette tranche d'âge-là peut avoir besoin en dehors du vêtement, parce que le vêtement est pas un domaine dans lequel on veut aller, mais tout le reste qui vient entrer en ligne de compte dans la vie du bambin là, ou du 0-6 ans, ça fait partie de nos objectifs et on doit développer chacun de ces produits-là à notre image, puis l'intégrer dans notre chaîne de distribution de la manière dont on le fait, puis le rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible. Puis rendu là, je pense qu'on a le e-com permet d'aller pratiquement partout avec beaucoup plus de facilité que le retail physique. Donc, c'est définitivement ça qu'on veut exploiter. Puis, on n'est pas du tout dans le thinking d'avoir des magasins ou d'avoir des boutiques ou quoi que ce soit dans ce sens-là. On est vraiment, on souhaite développer une marque qui est en ligne, donc que c'est clair pour les consommateurs que la marque, elle est en ligne, qu'elle est accessible, qu'elle est disponible, puis qu'elle répond à l'ensemble des besoins. Puis, on n'est pas prêt de s'arrêter, là. Ambitieux, intéressant, j'adore ça. Puis, Johan, je terminerai avec des petites questions personnelles. Là, vous avez cette croissance rapide-là. Est-ce que toi, tu
tu t'éduques un peu? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des podcasts que l'audience pourrait bénéficier aujourd'hui de savoir sur qu'est-ce que tu fais un peu là au niveau business? Est-ce qu'il y a des lectures, des livres spécifiques que tu pourrais nous recommander? C'est une bonne question. J'ai lu récemment le livre de Zappos, Delivering Happiness, que j'ai apprécié. Mais ce que je dirais surtout, Antoine, par rapport à ça, c'est que les journées sont extrêmement bien occupées et ne laissent pas beaucoup de temps à faire autre chose que on a des enfants à la maison aussi. Des parfaits ambassadeurs de nos produits. Alors, il y a pas beaucoup de temps libre dans une journée ou dans une semaine ou même dans un mois. On s'imbibe de tout ce qu'on peut, de tout ce qui passe, de success story évidemment qu'on entend. Il y a des entreprises qui nous inspirent, qui portent à croire que tout est possible, des histoires de grande croissance rapide qui ont bien fonctionné, canadiennes même. Il y en a de plus en plus dans le marché du e-commerce. Donc, on s'inspire beaucoup de ça. C'est un peu ça que je te dirais. Puis là, tu l'as dit, là, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste à la fin de la journée. Ça ressemble à quoi la routine de Yoann Desrosiers? Occupé? Ça ressemble à téléphone dans les mains au lever. En ce moment, le contexte est un peu différent avec les CPE qui n'opèrent pas. Donc, lever, prise de courriel, déjeuner, enfant, garderie, boulot, grosse journée tout le temps bien remplie. Il se passe beaucoup de choses. Les journées vont vite. Retour à la maison, souper, dodo, boulot, après le dodo des enfants. Et ainsi de suite, on recommence le lendemain. Il y a quand même une réalité aussi de fuseau horaire. Hein, nos fournisseurs étant à l'autre bout de la planète, les relations avec eux se passent après 8 heures PM et 2 heures du matin, puis le matin très, très tôt. Donc ça, c'est la réalité de quand on doit dealer avec l'Asie. Puis après ça, tout le reste se passe ici dans notre fuseau horaire. Alors, c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est une petite contrainte, disons, du commerce global. Ouais. Intéressant. Mais Yoann, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis si les gens veulent en apprendre plus sur Coco Village, on se rend sur le site, on vous suit sur les médias sociaux. Y a-t-il un endroit particulier que tu nous dirais je me plais à dire qu'on est une marque Instagram parce que on colle beaucoup à ce média social-là au niveau de l'esthétisme puis d'être extrêmement axé sur l'image. Donc, Coco Village sur Instagram. Sinon, on est sur Facebook, bien sûr, également, ou cocovillage.com pour magasiner. Bon, merveilleux. Merci beaucoup, Yoann. Super apprécié. Longue vie à Coco Village. Vous êtes sur une belle lancée. Puis, sur ça, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Pour tous les gens qui ont un commerce en ligne et qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère que les propos de Yoann vont vous avoir inspiré à poursuivre votre croissance. Maintenant, s'il y a une chose que je retiens de ma discussion avec Yoann, c'est le mot planification. Passer de 0 à 8 chiffres en moins de 2 ans, ça prend un bon plan de match et comme dirait un proverbe de Benjamin Franklin, « If you fail to plan, you plan to fail ». Je vous invite également à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée et vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.